écoutez, merci de l'invitation. Alors, je ne sais pas si je répondrai complètement à ces trois questions, mais on y reviendra peut-être lors de la discussion. Donc moi-même, je suis un spécialiste d'économie du travail et des questions de réduction du temps de travail. Et je dirais qu'il y a encore 5 ans, on m'aurait invité à faire une conférence sur la semaine de 4 jours. J'aurais cru que c'était une blague. Voilà. On était dans une situation où, globalement, on avait par exemple en France des personnes comme Dominique Méda ou Pierre Laroutourou, malgré leur très grande qualité, qui prêchaient en quelque sorte dans le désert sur cette question de la semaine de 4 jours. Donc, je vais essayer de procéder en quelques temps, à la fois effectivement de dire qu'est-ce qu'on entend par semaine de 4 jours, puis venir sur les raisons pour lesquelles cette thématique revient. Et en fait, elle ne revient pas en France, elle revient essentiellement dans d'autres pays avancés, et ce n'est que l'écume de cette vague qui arrive aujourd'hui en France. Alors peut-être donc le premier point est de qu'est-ce que c'est que cette question de ça fonctionne, oui, semaine des 4 jours. Alors pour simplifier, on peut dire qu'il y a 3 formats de semaine des 4 jours. En gros, avec ou sans réduction du temps de travail. Alors le premier format, c'est ce qu'on appelle donc la semaine comprimée. On passe de 5 jours, alors en considérant que voilà, la norme de travail est une semaine de 5 jours. En gros, on a un week-end par semaine, ça fait 2 plus 5. Et donc le comprimé, c'est une situation où on va faire le même temps horaire hebdomadaire, voire annuel, mais avec un nombre de jours réduit dans la semaine. Alors la plupart du temps, ces formats de compression à 4 jours se font sous un format de volontariat, mais pas de manière systématique. La deuxième version, c'est la semaine de 4 jours avec une réduction du temps de travail, plus ou moins équivalente, donc voilà, 30 heures, 32 heures selon les pays, et avec soit une réduction salariale, une modération salariale. Alors ça ressemble beaucoup à ce qui avait pu être mis en place en France lors de la loi d'Eurobiens. Je vous rappelle qu'avant les lois Aubry, de 1998, il y avait eu la loi d'Eurobiens qui avait introduit une réduction du temps de travail volontaire, mais négociée, enfin volontaire pour les entreprises, mais négociée avec des organisations syndicales, et un soutien de l'État. Et une des modalités était ce format-là de semaine de temps de travail réduit hebdomadaire sur 4 jours, et il y avait eu quelques centaines d'entreprises qui s'étaient lancées sur ce schéma. Il y en a encore quelques-unes aujourd'hui qui sont encore des héritières de cette loi d'Eurobiens, donc par un ministre centriste issu du catholicisme social. Et puis le troisième format, c'est la semaine de 4 jours avec une réduction du temps de travail et un maintien du salaire. Donc vous voyez, il y a tout un élément de dégradé avec 2 dimensions clés qui sont le nombre d'heures hebdomadaires et le niveau de rémunération. Alors lorsque je vous disais que ce sujet revient à travers le monde, il y a une forme d'accélération depuis la sortie de la pandémie. Alors, est-ce que c'est dû à la pandémie ou pas ? C'est un point en quelque sorte en discussion. J'apporterai quand même quelques éléments qu'on peut dire qu'il y a une forme d'accélération du fait de la pandémie. Mais là, je vous donne quelques exemples dans des pays européens très, très variés. Vous allez voir immédiatement que les 3 types de semaines de 4 jours sont présents dans les différents pays. Alors, en Autriche, donc ça c'est un pays qui s'intéressait même avant, enfin les organisations syndicales s'y intéressaient avant même la pandémie. J'avais même participé à une revue autrichienne, ça doit être en 2018, sur cette question-là. Et il y a une multiplication, donc en sortie de pandémie, d'accords collectifs pour une réduction du temps de travail. Mais vous voyez bien là où on est dans une semaine comprimée avec 10 heures
de travail par jour sur un schéma de 4 jours, et essentiellement ces accords donnent une liberté aux salariés et ES d'ailleurs de choisir ou pas cette organisation-là. Alors on trouve cette fois-ci de la part des États. Alors oui, il y a des pays très divers, hein, la Belgique, la Grèce, avec des gouvernements de gauche comme des gouvernements conservateurs. Là, cette fois-ci, un droit à la semaine de 4 jours. Donc en Belgique, c'est introduit à l'automne 2022, où un salarié peut demander à son employeur, alors il faut quand même qu'il le négocie, il faut que l'employeur l'accepte, etc., une organisation du temps de travail sur 4 jours. Mais vous voyez là aussi, sur une semaine comprimée, où on travaille près de 10 heures dans la journée. Alors, un schéma vraiment très différent. Voilà. Depuis donc, le 1er janvier 2024, vous avez en Lituanie, donc vous voyez, on change on va sur bien plus à l'est, pour les fonctionnaires. Et vous voyez, il y a là une réintroduction d'un autre type de dimension, qui sont parents ou aidants. Une semaine de 4 jours, mais qui est une semaine réduite à 32 heures. Là, on voit qu'il y a on comprend qu'il y a des logiques sous-jacentes différentes dans les choix politiques qui peuvent être faits. Je vais revenir assez vite sur ces différents types de choix. Bon, alors je pourrais continuer en quelque sorte ma liste à l'après-vert. Vous avez des choix qui sont aussi expérimentaux, c'est-à-dire qu'on va proposer à des entreprises de mettre en œuvre le dispositif, et il va y avoir des évaluations du dispositif. Donc c'est lancé dans les pays anglo-saxons par on peut dire des organisations non gouvernementales, donc la société civile, ou bien par des gouvernements. C'est le cas de l'Espagne et du Portugal, ou des gouvernements de gauche. Et il y a des évaluations par la communauté scientifique qui sont faites de ce type d'expérience, et qui permet d'avoir une information sur quelles sont les conséquences de ce type de dispositif et de semaine de 4 jours. Et ça aussi, je vous donnerai rapidement quelques éléments. Donc là, c'est ce qui se passe depuis, en quelque sorte, la sortie de la pandémie, mais le sujet était déjà présent auparavant, et notamment dans le monde du management. Et cela, ça venait d'un certain nombre d'expériences qui avaient été faites par des entreprises elles-mêmes, donc Microsoft au Japon, Unilever en Nouvelle-Zélande, donc vous voyez, très, en quelque sorte, lointaines, ou bien par des administrations publiques. Et donc là, c'est le cas, donc vous voyez, ante-Covid, une grande partie du monde de l'administration islandaise qui était passée à une semaine de 4 jours. Alors, c'est intéressant de comprendre à la fois et actuellement quels sont les jeux des acteurs et l'intérêt que peuvent avoir les acteurs à une réduction, soit une compression, soit une réduction de temps de travail sur une semaine de 4 jours. Le premier point, c'est qu'il n'y a absolument pas présent de débat sur la question du partage du temps de travail. La problématique n'est absolument pas de créer des emplois, ni pour les entreprises, ni pour les organisations syndicales, ni pour les partis politiques, ni pour la société civile. Donc ce sujet est absolument absent. En revanche, on va retrouver des arguments qui étaient déjà présents historiquement lorsqu'ont été introduits les premiers jours de repos. Donc, si on revient dans le cas de la France, c'est la loi de 1906 qui pose un jour de repos hebdomadaire. Donc ça, c'est l'article 1, 24 heures, et puis l'article 2 précise le dimanche. Bon. Et on avait à cette époque-là un jeu d'acteurs déjà très divers qui était présent autour d'arguments complémentaires. Alors il n'y avait pas la présence véritablement du patronat, des entrepreneurs qui pouvaient même au contraire d'une certaine manière. En revanche, on retrouvait les partis politiques, les organisations syndicales, avec
un élément qui était à la fois de conditions de travail, voilà, de repos, pour améliorer la situation physique et mentale des travailleurs. On était vraiment dans une situation d'ouvriers qui travaillaient 7 jours sur 7 dans certaines manufactures, dans certaines mines ou dans le monde agricole, et avec une volonté d'émancipation à travers un jour de repos. Et ce qui avait emporté en quelque sorte on avait un bloc gauche-droite pour simplifier, et ce qui a fait un élément d'unanimité, c'est plutôt les armées. Alors pourquoi les armées ? Parce que voilà, 1906, on était entre conflit 70, il y avait cette volonté de revanche, et ce qui allait être nos futurs adversaires, eux, étaient passés à une semaine avec un jour de repos. Et on avait toute une série de premiers travaux de médecins ou autres qui montraient qu'un jour de repos améliorait de manière très très significative la santé des travailleurs. Mais qui dit travailleurs, ouvriers, etc., étaient nos futurs soldats. Et il y avait dans le même temps une très forte montée du taux de réforme. Nos jeunes, même le service militaire, ils étaient déjà usés par leur travail. Et donc il y avait une pression de l'armée pour mettre en œuvre une meilleure hygiène, si vous voulez, au travail, dans tous ces aspects, et dans cet aspect de repos. Il y avait d'autres éléments d'inquiétude. Vous voyez, sur la grandeur de la France, il y avait une forme de baisse de la natalité. Et là aussi, il y avait des premiers travaux qui montraient que ça agissait beaucoup sur les femmes. Le fait d'avoir un travail 7 jours sur 7, mais aussi sur le... Alors, on ne voyait pas à l'époque la fertilité des hommes, mais on sait que ça jouait aussi sur la fertilité des hommes et sur donc la natalité française. Et donc, on avait une forme de conjonction de différentes demandes. Alors, pas tant que cela de la part de l'Église, même si elle surveillait la chose. Si vous voulez, l'article 2, c'est le dimanche, ça venait aussi d'une demande de l'Église. On n'a pas mis le samedi ou le vendredi, on a mis le dimanche, pas tout à fait par hasard. Et l'ensemble de ces acteurs était concentré sur une idée qu'il fallait une moralisation, en quelque sorte, de ce jour de repos. Ça ne devait pas être un moment où on allait boire dans les bars. Et donc, il fallait occuper tout en reposant ces travailleurs, donc soit les occuper en allant à l'église, soit les occuper en ayant des activités sportives, ce qu'essayaient de développer les syndicats, en allant dans leur jardin ouvrier pour leur autosubsistance. Donc, on avait donc comme cela un jeu d'acteurs qui aboutit à ce jour de repos. Et alors aujourd'hui, on a aussi un jeu d'acteurs qui se dessine avec en plus désormais des entrepreneurs du monde du management qui poussent autour de cette question. Alors, dans ce monde pourquoi donc aujourd'hui les entrepreneurs se préoccuperaient de cette question ? Alors c'est justement lié en partie aux expérimentations qui ont pu être faites, mais aussi toute une série d'éléments de réflexion théorique qui viennent d'un monde essentiellement anglo-saxon, qui ne fait strictement aucune référence historique ou aucune référence au monde syndical. C'est-à-dire que, typiquement, vous avez la CGT en France, la FGTB en Belgique, qui, depuis très très longtemps, enfin depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, demande une semaine de 4 jours à 32 heures, etc. Tout ça est totalement absent de la réflexion managériale. Mais en revanche, il y a toute une série de nouveaux arguments. Alors, dans les types de nouveaux arguments qu'il y a celui de l'attractivité. Partout où il y a des difficultés de recrutement et pas uniquement en France, et il faut montrer une forme de modernité. Voilà, donc une modernité peut passer à travers le fait de proposer un schéma de semaine de 4 jours. Donc ça s'adresse à l'ensemble de la population. Le second élément, c'est qu'il y a les entreprises font face à toute une série
d'engagements sociétaux. Ça peut être des engagements sur l'égalité homme-femme, d'engagements sur les questions environnementales, et aussi font face à des interrogations sur de nouvelles habitudes qu'ont pu prendre les travailleurs et notamment les cadres, le télétravail. Alors, je vais faire un petit peu une liste à l'après-vert, on pourra lors des débats venir, et vous aurez peut-être d'autres idées qui peuvent pousser le management, mais vous voyez, typiquement sur l'égalité homme-femme, eh bien, c'est vu comme, aujourd'hui, un des obstacles à l'égalité homme-femme en entreprise, c'est le fait que beaucoup de femmes sont en temps partiel, et dans un temps partiel qui est subi. Alors il est soit subi parce que l'employeur lui-même l'impose, soit subi par l'organisation sociale. Voilà, on est encore en France et dans beaucoup de pays avancés dans une société où la femme est celle qui doit s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, et on a donc une forte prévalence du temps partiel qui est liée au fait qu'on est dans une organisation sur 5 jours et on va prendre un jour, qui est souvent le mercredi d'ailleurs, comme jour pour les enfants. Donc, la semaine de 4 jours, elle permet à des femmes de travailler à temps plein, que ce soit donc les 3 versions de semaine de 4 jours, à temps plein. Et donc, c'est un moyen pour réduire les inégalités hommes-femmes. Alors donc ça, c'est vision femme, et puis on va avoir la vision homme. De la même manière, si vous libérez un jour de travail pour l'homme, eh bien, on peut se dire que ce jour libéré, il va pouvoir s'occuper plus du foyer, lui également. Donc il y a à la fois un aspect d'égalité au sein de l'entreprise, et ça peut avoir un effet également au niveau même de l'organisation du travail, enfin du travail domestique au sein du foyer et des différentes responsabilités. Donc c'est un axe qui est loin d'être négligeable pour les employeurs. Le deuxième axe, c'est la question environnementale. Alors, quel est le raisonnement qu'il y a par derrière? C'est que vous pouvez, à travers une semaine de 4 jours, alors, mettons ça, c'est essentiellement dans un univers de bureau, etc. Vous pouvez dire, je vais pouvoir réduire la surface de bureau nécessaire parce que j'ai des personnes, même dans si c'est la version comprimée, sont là 10 heures par jour, donc j'utilise plus en fait mon capital mon capital bureau pendant la journée, et si j'organise bien la semaine, le turnover des salariés, etc., je vais avoir besoin, comme cela, de moins de capital, de moins chauffer, et donc au total, mon empreinte environnementale, non seulement je gagne en termes de productivité du capital, mais je réduis également mon empreinte environnementale, et je réduis aussi normalement, ce qui est pas en fait si évident que cela, l'empreinte environnementale de mes travailleurs, tout simplement parce que je leur fais faire un aller-retour domicile-travail que 4 fois par semaine, au lieu de le faire 5 fois par semaine, et on sait que les déplacements domicile-travail pèsent lourd dans l'empreinte carbone, employons ce terme-là, aujourd'hui. Alors, ce type d'argument ne marche pas nécessairement, parce que si c'est utiliser ce jour supplémentaire pour partir en vacances, partir à la chasse ou je ne sais quoi, là vous remettez de l'impact carbone qui est loin d'être négligeable, ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc vous voyez des arguments qui sont assez différents, et puis il y a la question de télétravail qui donc celle-là arrive de manière plus récente, c'est-à-dire que les entreprises se retrouvent avec des salariés qui veulent avoir des jours chez eux. Bon, très bien, en télétravail. Mais ce n'est pas quelque chose qui nécessairement satisfait l'ensemble des entreprises, et elles voudraient bien les faire revenir présents au sein de leur entreprise. Donc c'est une manière, vous voyez, par exemple, la semaine comprimée, bien de dire, vous aurez quand même un jour hors de votre lieu de travail, mais vous effectuerez votre travail physiquement dans l'entreprise. Donc, c'est une manière pour
sortir d'un schéma de télétravail pour certaines entreprises qui considèrent que ce n'est pas optimal pour elles d'avoir des travailleurs qui font une partie importante de leurs tâches sans qu'elles aient une surveillance, un contrôle sur eux. Donc vous voyez une variété en quelque sorte d'arguments qui se surrajoutent et qui font qu'aujourd'hui, pour les DRH, c'est un signal de modernité, vous voyez, dans différentes dimensions, environnementales, organisationnelles, d'égalité professionnelle, d'avancer sur un schéma de semaine des 4 jours. Alors, voilà, je ne suis pas trop en retard. Maintenant, je vous parlais donc des différentes expérimentations qui ont déjà eu lieu et celles qui vont avoir lieu, on verra bien ce qu'elles vont donner, mais on a déjà ces expérimentations qui, je ne vais pas vous donner la liste des travaux académiques, mais plutôt une sorte de résumé de ce qu'on observe jusqu'à présent. Donc, essentiellement quand même, soit sur des salariés qui sont volontaires pour passer à cette semaine de 4 jours, dans les différents types de modalités, soit des entreprises qui ont été volontaires à participer à ces expérimentations. Ce qui pose en soi un problème, je vais y revenir dans une seconde. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a selon en fait, les activités de ces entreprises, des modalités très diverses. Voilà. Donc, typiquement, ce n'est pas dans la grande distribution que vous allez avoir une fermeture de l'entreprise un jour par semaine. Voilà. En revanche, on peut le voir dans certains types d'activités, de services. Donc il y a des cabinets d'avocats qui, par exemple, décident de fermer un jour donné par semaine. On a des schémas où c'est une forme de liberté, alors liberté en partie contrôlée, qui est laissée au choix des salariés. On a des formats où on fait tourner en quelque sorte les services. Il y a certains services qui sont fermés tel jour, tel autre jour de la semaine. Et puis vous avez donc toutes sortes d'autres types de schémas avec des éléments de rotation. Alors, ces différents types de modalités n'ont pas nécessairement les mêmes impacts. On peut dire que il y a une forme un petit peu dégradée là, que je vous donne. La situation de rotation imposée où on change tous les trimestres, c'est celle qui est en fait la plus mal vécue par les salariés. Parce qu'on vous change sans arrêt votre organisation sociale. Mettons que vous décidez de vous organiser pour vous occuper de vos jeunes enfants tel jour, on vous change le jour tous les trimestres. Ça, c'est quelque chose qui est en fait plutôt infernal. Donc on va trouver dans ces expérimentations des effets que je vais qualifier de positifs sur un certain nombre de schémas. Alors, donc là à nouveau, ce sont que des premières expérimentations et je vous ai mis... ah oui, alors attendez, pourquoi ça n'a pas avancé ? C'est parti dans le mauvais sens plutôt. Paf. Voilà, vous ne l'aviez pas vu du coup. Si, ça, bon, très bien. Je devrais me tourner en fait plus souvent. Alors vous voyez, je vous mets immédiatement en attention. Alors, pas de validité externe et quid des effets de long terme. Donc la validité externe, ça veut dire que est-ce que ce que l'on observe dans ces expérimentations pourrait s'appliquer dans n'importe quelle entreprise ou pour n'importe quel travailleur ? Eh bien, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est essentiellement soit des entreprises qui ont été volontaires pour rentrer dans les schémas, soit ce sont des salariés qui ont été volontaires. Donc, vous voyez, si vous êtes volontaire, c'est que vous vous dites ça devrait plutôt m'être favorable. Voilà, vous n'allez pas vous mettre dans un engrenage qui pourrait vous être éventuellement néfaste. Alors, l'avantage des expérimentations espagnoles et portugaises, c'est qu'ils ont eu, les gouvernements, beaucoup d'entreprises qui ont demandé d'y participer. Et ils ont décidé de couper l'échantillon en deux, c'est-à-dire tirage au sort. Certaines vont participer au schéma et d'autres ne vont pas participer. Donc on va avoir quelque chose qui est
voilà, c'est que des volontaires, mais on va pouvoir comparer finalement de manière peut-être plus propre au sein de cet univers de volontaires. Et dans tous les cas, eh bien, vous voyez, tout ça sont des expérimentations relativement récentes et on ne sait pas du tout ce que cela peut donner sur des effets de long terme d'un passage de la semaine de 4 jours. Vous voyez, typiquement une semaine comprimée, d'un point de vue de santé publique, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. C'est-à-dire entre une journée longue de 10 heures avec un jour de repos et une journée et un étalement sur 5 jours, eh bien, les travaux d'ergonomie, de médecine du travail, etc., sont pas du tout conclusifs. Et lorsqu'on regarde certains types de populations, il y a aujourd'hui des populations qui travaillent 4 jours par semaine. Ce type de schéma se voit par exemple dans le monde de l'hôpital. Vous avez souvent on va faire des gardes et puis après on va avoir un temps de repos qui peut s'étaler sur 3 jours. Eh bien, voilà, c'est pas quelque chose qui garantit la santé des personnels médicaux et qui n'est pas nécessairement celui qui est le plus optimal. En plus, on a une problématique globale qui est lorsqu'il y a un changement de cet ordre-là et qui est souvent présenté comme un progrès, eh bien tout le monde adhère au progrès. On a une tendance à trouver finalement que c'est positif de participer à une expérimentation qui apporte un progrès, une modernité, et vous pouvez avoir des évaluations sur le moyen long terme finalement, avoir un avis qui est assez différencié. Alors, lorsqu'on regarde les différents effets en quelque sorte, alors vous ne serez pas très surpris qu'il y a une forme de préférence des salariés pour une vraie réduction du temps de travail. Donc voilà, donc ça pourrait être, ça paraît en quelque sorte évident. Donc il y a un gradient, il y a une forme les effets sont positifs, mais plutôt pour ceux où il y a une vraie réduction du temps de travail, et d'autant plus si vous avez un maintien de votre rémunération. Donc l'argent du beurre en quelque sorte. Bien. Alors, ce que l'on constate, et ça c'est un point qui était un point d'inquiétude très important, c'est qu'il n'y a pas dans ces différentes expérimentations de fausses journées non travaillées. C'est-à-dire qu'une des grandes inquiétudes qu'il pouvait y avoir, c'est que, on dit on travaille 4 jours par semaine, mais en fait le 5e jour, vous allez travailler à la maison ou être en fait en télétravail pour l'employeur, etc. Et ces expériences montrent que c'est très vite en fait, l'entreprise elle-même essaye de véritablement jouer le jeu et on n'a pas donc ce type de situation qui émerge. Donc c'est plutôt un point en quelque sorte positif. Ce qu'on assiste aussi, c'est à une rationalisation de l'organisation du temps de travail. Pas nécessairement une densification du temps de travail, mais plutôt une élimination, une recherche d'élimination de temps inutile. Et donc, dans le type de stratégie qu'il y a, c'est de réduire non pas le nombre de réunions, mais les durées des réunions, par exemple. Donc, on peut comprendre que ça puisse à la fois améliorer une certaine efficacité et permettre une semaine qui soit même en quelque sorte réduite. Alors, ce que l'on observe également, et ça c'était un point aussi important pour les employeurs, et notamment en sortie de Covid, où à peu près dans l'ensemble des pays avancés, il y a une problématique d'absence maladie au travail qui a 2 sources, peut-être un rapport au travail qui s'est modifié, un rapport au présentéisme. Voilà, donc le présentéisme, c'est de venir au travail même lorsqu'on est malade. Bien, très probablement, la pandémie a un petit peu changé la donne, en quelque sorte, ne serait-ce que parce qu'on a tenu un discours qui est lorsque vous êtes malade et que vous avez la Covid, ne venez surtout pas sur le lieu de travail pour pas qu'il y ait de contamination de vos collègues. Donc il y a un regard différent vis-à-vis au moins de cet élément de contamination.
population. Et le second aspect de problématique de l'absentéisme, c'est qu'on a une forte prévalence du Covid long au sein de la population générale. Les travaux de Santé publique France, par exemple, évaluent qu'on a entre 5 et 10% de la population en âge cœur de travail, c'est-à-dire les 45-55 ans, qui sont en Covid long. Et donc, il y a une problématique de santé publique qui participe d'une montée de l'absentéisme maladie. Alors, la semaine de 4 jours, eh bien, il y a une baisse de l'absentéisme. Vous voyez, c'est un petit peu d'une certaine manière mécanique. Vous travaillez un jour de moins, c'est un jour où vous reposez, un jour où dans tous les cas, vous n'êtes pas absent. Hein, donc, mais ça a l'air d'aller au-delà de cet aspect purement mécanique. On voit un absentéisme maladie réduit. Alors, on a également donc globalement, une plus grande, les éléments de satisfaction vis-à-vis des différents facteurs de travail sont visibles, et notamment les questions de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et un signal qui est plus en dur, en quelque sorte, c'est celui d'une diminution des démissions dans ces entreprises-là. Donc, les démissions sont plutôt un signal à la fois de meilleures opportunités éventuellement dans d'autres emplois, mais aussi de considération que le travail que l'on vit est mal rémunéré, dans de mauvaises conditions, etc. Et donc, lorsqu'on somme l'ensemble de ces éléments, et ça c'est quand même un argument fort pour des employeurs, c'est qu'on observe qu'il n'y a pas, en tout cas rien statistiquement, qui montrerait une perte de productivité du travail, et je dirais même encore moins du capital, puisqu'on observe quand même aussi, notamment dans ceux qui font ces fameuses, qui arrivent à réduire un usage du capital, donc réalisent des économies qui permettent même de compenser un certain maintien du salaire malgré une réduction du temps de travail. Donc vous voyez que finalement, cette question de la semaine de 4 jours, ces différents arguments et ces différentes conséquences viennent se greffer à un moment donné, c'est-à-dire une grande partie finalement des arguments et une partie des conséquences que je vous décris là, on ne les aurait pas avancées il y a une trentaine d'années. Voilà, on ne serait pas nécessairement préoccupé des questions environnementales, par exemple, il y a 30 ans. Donc il y a une conjonction de nouvelles problématiques, un regard sur le travail renouvelé qui fait qu'il y a aujourd'hui cette sorte d'appétence autour de la semaine de 4 jours. Alors maintenant, une fois que l'on a dit tout ça, donc vous pourriez dire, je vous fais une grande publicité pour la semaine de 4 jours. Alors moi-même, je suis complètement agnostique autour de cette question-là. Hein. Je suis plutôt intéressé comme scientifique justement dans l'ensemble de ces expérimentations pour voir ce que ça peut nous révéler sur le travail plus globalement. Alors, la semaine de 4 jours, quand même, demeure jusqu'à présent, aujourd'hui, plus un vecteur pour réfléchir sur les questions du temps de travail et des temps du travail, plutôt que véritablement une vague qui concernerait des millions de travailleurs à travers le monde. Alors, lorsqu'on regarde, elle demeure actuellement encore très largement anecdotique. Alors, on a des éléments qui sont en partie des flops. Alors, ça ne marche pas du tout dans les pays ou même dans des... donc les cas belges. Alors il y a eu l'URSSAF Picardie qui a proposé ça aussi, de faire un schéma où c'est totalement
disons, à la demande du salarié, mais ça ne fonctionne pas. Alors si on regarde le cas belge, je crois qu'il y a actuellement 2000 travailleurs, quelque chose comme cela, après d'un an d'application de la loi, qui sont passés à la semaine de 4 jours. C'est vraiment extrêmement peu. Alors, il y a une part de réticence des employeurs, mais il n'y a pas non plus de demande particulière de la part des salariés, notamment parce que c'est ce format de semaines comprimées qui est mis en œuvre en Belgique. Donc, globalement, les semaines comprimées, ça n'attire pas, loin de là, les foules. Et de manière en quelque sorte étonnante, plutôt, ça a surpris les acteurs qui poussaient ce type de législation ou d'expérimentation. Ça n'attire pas les femmes du tout. Voilà. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt vécu par ces femmes comme un élément supplémentaire de détérioration de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Tout simplement parce qu'une journée de 10 heures, en fait, ça veut dire que parce qu'il y a en plus la pause déjeuner. Donc, je vous laisse donc faire le calcul. Il faut que vous commenciez à embaucher à 8 heures. Ça veut dire que vous passez du 8 heures du matin, vous devez repartir de votre professionnel à 19 heures. Donc, s'il y a en plus du transport domicile-travail, ça veut dire que vous partez à 7 heures le matin, vous revenez à 20 heures le soir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compatible avec une conciliation vie familiale et aisée. Et en plus, il y a une problématique de peur, en quelque sorte, d'être stigmatisée. Je suis la femme qui choisit de travailler 4 jours par semaine, etc. Donc ça ne fonctionne, ce schéma-là, en tout cas, fonctionne pas, sauf si, dans une situation où c'est l'entreprise elle-même qui l'impose, voilà, où on a évidemment, et où on a un schéma plus global. Alors ça va être intéressant de voir ce qui se passe en Lituanie, parce que là, on a une problématique où on a à la fois une réduction de la durée du travail, on a la question familiale en jeu, et puis il y a la possibilité même pour un couple de fonctionnaires de se mettre dans ce schéma de temps réduit. Donc on peut avoir une dynamique qui n'aura strictement rien à voir. Bon. Donc, ensuite, le nombre d'entreprises, ça reste quand même des enjeux qui sont aujourd'hui très, très, très limités. Donc, il n'y a aucun pays, à ma connaissance, où on peut vraiment dire qu'il y a plus que 10 000 salariés d'entreprises privées qui soient dans un schéma de semaine de 4 jours, si on sort dans des cas particuliers comme ce que j'ai pu vous décrire dans le monde hospitalier. Alors, à nouveau, on peut voir derrière cet aspect totalement anecdotique une manière de quand même remettre une réflexion sur le temps de travail, et une réflexion qui a lieu à nouveau à tous les niveaux, au niveau syndical comme au niveau de la société et au sein des entreprises. Vis-à-vis donc de phénomènes donc majeurs, vis-à-vis du temps, alors là je vous en cite 3 et peut-être je terminerai là-dessus, ça permettra de tenir le temps justement. C'est que en fait on est dans un monde où on a un allongement continu de la vie professionnelle. Donc, je ne vais pas vous parler de réforme des retraites, mais c'est un phénomène global avec le vieillissement des actifs. On a cette problématique de travailler de plus en plus tard. On a même en France un allongement. Vous devez savoir qu'il y a un succès spectaculaire de l'apprentissage en France dans les dernières années. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'également au debout, on travaille de plus en plus tôt. Aujourd'hui en France, donc votre carrière professionnelle sur un jeune aujourd'hui a une probabilité bien plus importante que moi ou que beaucoup d'entre vous d'avoir une très longue carrière professionnelle. Ça signifie donc un temps de travail dans la vie qui sera nettement supérieur à celui que ont pu connaître les générations actuellement en emploi. Donc ça, c'est un
premier élément lourd qui concerne donc une grande partie du monde du travail. Le second élément, et donc j'ai commencé à vous en parler, du télétravail, qui est une forme d'organisation des temps et aussi d'organisation de vie professionnelle, vie familiale, et qui aujourd'hui trace une inégalité profonde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où vous avez donc essentiellement des cadres auxquels leur sont offerts une possibilité de télétravailler. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 20% des travailleurs en France. C'est quelque chose qui se stabilise depuis plusieurs trimestres. On le suit à travers ce qu'on appelle une enquête emploi. Et en Allemagne, on a le même phénomène, la même proportion. Donc la plupart des pays avancés, et pour une majorité de 2 jours au moins par semaine. Et donc vous avez déjà en fait des personnes qui sont même pas à la semaine de 5 jours sur leur lieu de travail, qui sont plutôt à 3 jours sur leur lieu de travail et qui souvent ont une liberté du choix, alors il faut le négocier, etc., mais du choix de télétravail. Donc on a toute une population qui gagne en termes d'autonomie sur la gestion de son temps de travail, alors même qu'elle avait déjà typiquement les cadres, une certaine autonomie sur l'organisation du travail, et que vous avez de l'autre côté une grande partie de la population qui n'est pas concernée par ce télétravail et qui est dans des organisations qui sont souvent de plus en plus contraintes, avec des temps sociaux qui ne cessent de s'accroître, ce qui signifie en fait des ouvertures, si on reste dans le commerce, vous voyez, des amplitudes horaires des commerces qui ne cessent de croître. On travaille de plus en plus le samedi et le dimanche, et il y a donc une organisation du temps de la société qui échappe de plus en plus à une part des travailleurs. Donc certains ont une autonomie de leur organisation du temps de travail et d'autres de moins en moins de prise, et dans un univers où le temps de travail ne cesse de s'étendre. Et donc ça en soi, vous voyez, on est très 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 loin en fait de la semaine de 4 jours. C'est bien plus puissant comme élément que la mise en œuvre de la semaine de 4 jours. Bon, alors même que, je terminerai là-dessus comme un point un petit peu ouvert, puisque je pense qu'il va y avoir des recherches qui vont essayer de comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui. On observe qu'il y a une catégorie de travailleurs qui a normalement une plus grande liberté sur son organisation du temps de travail, ce sont les travailleurs indépendants. Et il y a un phénomène donc, que l'on constate en sortie de pandémie, et qui n'a pas été, qui aujourd'hui, enfin voilà, les travaux commencent tout juste pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a un phénomène de baisse très significative de la durée travaillée par les travailleurs indépendants. Alors, on le voit dans beaucoup de pays. En France, c'est plutôt relativement modéré, c'est 4%, mais 4%, c'est quand même quelque chose qui ne s'était pas vu historiquement, hein, depuis pardon, 7%, oui, j'ai dû inverser, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est plutôt 4% en France et 7% en Allemagne. C'est un phénomène global au niveau européen. En sortie de pandémie, les travailleurs indépendants travaillent moins. Bon. Ça, à nouveau, je n'ai pas d'explication véritablement à donner, mais c'est bien la preuve que quand même il y a des éléments de changement de rapport au travail qui sont introduits par la pandémie et qui mériteraient d'être creusés. En tout cas, de rapport au temps de travail. Donc, voilà, je conclue là-dessus. Le message, c'est que à travers le retour d'un débat sur la semaine de 4 jours, je crois que c'est surtout une réflexion globale que la société doit avoir sur les temps, le temps de travail pour produire, le temps de travail domestique, la question des loisirs, la question
des temps consacrés à sa famille. C'est l'ensemble de ces éléments qui devraient être au cœur des débats. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très éclairante et très nuancée aussi sur cette semaine de 4 jours qui reste, on l'a vu pour le moment, une expérimentation qui n'est pas forcément d'ailleurs aujourd'hui vouée à une généralisation, mais qui en tout cas semble répondre à un certain nombre de défis qui concernent aujourd'hui le rapport au travail et en même temps révéler aussi ces changements de rapport au travail. Alors je poserai quelques questions pour prolonger un petit peu la réflexion. La première question, en fait, part d'un constat qu'on a pu faire notamment au moment de l'épidémie de Covid. Alors c'est vrai dans un contexte tout à fait particulier, marqué par confinement et donc un isolement chez soi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, un certain nombre de travailleurs se sont plaints en fait de l'isolement qui était lié à la situation de télétravail, donc au fait de rester ainsi chez soi pour accomplir son travail. Et dans les mois qui ont suivi, en fait, on a l'impression en fait que cette plainte n'a pas forcément d'ailleurs disparu, puisqu'il y a quand même l'habitude du télétravail qui s'est prise. Et en fait, il me semble que les travailleurs à ce moment-là se plaignaient non seulement en fait d'être en quelque sorte reclus chez eux, mais aussi de perdre par une présence en fait moins continue sur le lieu de travail, un certain sens collectif aussi du travail. Voire aussi un sens social en fait de l'activité de travail. Alors je me demandais si une solution comme celle de la semaine de 4 jours, dont on a vu qu'elle pouvait être combinée en fait avec d'autres modes d'organisation du travail, elle ne remplacerait pas par exemple un télétravail qui pourrait continuer à exister pour d'autres salariés d'une même entreprise. Eh bien, est-ce que cette solution-là en fait n'accentuerait pas en fait cette tendance quand même à une fragmentation des organisations, et donc est-ce qu'elle ne contribuerait pas à faire perdre de vue en fait ce sens collectif quand même du travail de l'entreprise? Oui, alors effectivement, si on revient sur l'expérience en quelque sorte non voulue de la Covid, on a un portrait qui est extrêmement complexe de son impact sur les travailleurs, extrêmement hétérogènes, qui sont en partie liés à la fois à leurs conditions de logement, de leurs conditions familiales. C'est aussi très fortement genré, hein, et la problématique de l'isolement, eh bien, il y a aujourd'hui un certain nombre de travaux qui mettent en évidence que, effectivement, c'était un point qui était présent, mais qui était en partie traité dans certains cas. Donc, il y a un travail qui est assez éclairant, un ouvrage coordonné par Claude Didry et je crois qu'il s'appelle L'enjeu du salariat pendant la Covid, qui est sorti au mois d'octobre, qui montre que, par exemple, dans certaines entreprises, c'est finalement les représentants du personnel, les organisations syndicales qui ont pris en charge une sorte de tournée de l'ensemble des travailleurs, donc prendre contact avec les travailleurs pour rompre leur isolement. Et donc, cette situation finalement d'isolement, c'était pas tant... il y avait un enjeu qui était celui, effectivement, du confinement, etc., mais c'était aussi l'absence de réflexion au niveau de l'entreprise autour d'une question de créer des collectifs, allant au-delà de faire du team building en faisant du sport par équipe. Il n'y avait pas de réflexion, de réflexion globale. Et ça me fait aller sur le fait qu'aujourd'hui, bien plus que cette question d'être présent ou pas physiquement, la fragmentation du travail a été souvent une construction de la part des entreprises elles-mêmes.
Alors, je vais vous prendre un exemple qui m'avait frappé. Je reste dans le commerce, c'est très bien, ça tire une ligne. Et vous avez dans certains grands hypermarchés des logiciels de gestion des horaires et des postes de caisse des caissières, enfin des hôtesses de caisse. Qu'est-ce que c'est que ce type de gestion? C'est de rendre aléatoire le placement et les horaires de ces caissières. Alors pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a par derrière? C'est de dire, eh bien, un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que finalement, ces hôtesses se mettent, par exemple, à parler entre elles. Et donc, on va perdre en termes de productivité. Il peut y avoir aussi des problématiques des marques inconnues. Alors, ça s'appelle le vol. Donc, si c'est toujours la même caissière au même endroit, on peut, comme consommateur, se faire ami avec cette caissière. Ou bien, il peut y avoir deux caissières qui finalement s'accordent en quelque sorte pour certains types de passages. Bon, et bien voilà. Donc, il y a ce type de stratégie qui est en fait de vraiment détruire totalement les collectifs. C'est-à-dire qu'on fait, au moment des pauses, on ne retrouve pas les mêmes personnel, ça bouge en permanence. Et donc, c'est véritablement, je pense plutôt cela, c'est un des signaux au sein du monde du management, pendant très très longtemps, la destruction même de ce qui pouvait être liant de travail entre les salariés était une stratégie. Et c'est pas étonnant finalement que vous aviez ensuite des travailleurs qui se sont retrouvés totalement isolés parce que de toute manière il n'y avait aucune réflexion au sein de l'entreprise, mais c'est vrai aussi dans certaines administrations, autour de la question de l'individu, de sa place dans le collectif. Donc je ne crois pas, si vous voulez, voilà, je pense qu'il y a des problèmes bien plus fondamentaux autour de cette question de l'isolement que ce que l'on vient de voir sur la semaine de 4 jours. Vous voyez, même dans les travailleurs très isolés, alors il y a ce qu'on appelle les isolés parmi la foule. Typiquement, c'est les conducteurs de bus, par exemple. Un conducteur de bus, il n'est pas isolé. Vous pouvez dire, il voit plein de monde, etc. Mais il est complètement isolé. Vous voyez bien qu'il est en plus, pour des raisons en partie de sécurité, derrière des vitres, etc. Il est seul, ou elle est seule, souvent, à conduire. Et avec comme seul contact, et c'est essentiellement des contacts à distance ou avec une machine qui lui donne finalement des indications horaires. Donc voilà, donc l'isolement, je ne pense pas tant ces questions de semaine de 4 jours, etc., mais une problématique importante aujourd'hui du travail qui a été désaffecté ou même volontairement détruit par des stratégies managériales. Voilà, j'étais un petit peu long, mais parce que c'est un sujet important. Beaucoup de travailleurs souffrent de l'isolement.